Si je vous demande le livre le plus célèbre du monde, vous allez sans doute avoir tous votre propre réponse. Les plus pragmatiques vont sans doute dire la Bible, mais si on s'arrête vraiment aux livres de fiction, vous pourrez sans doute penser que c'est un livre de votre enfance dont les adaptations cinématographiques ont bercé vos jeunes années, ou ceux qui sont sur toutes les lèvres présentés comme les plus grandes œuvres de l'histoire. Ou encore parler de Cervantes ou Saint-Exupéry, et ce sont pas forcément des mauvaises réponses. Mais il y a un livre qui, à son époque, a été le plus populaire. Un bouquin qui a tellement influencé le monde et la littérature qu'il a donné naissance à son propre genre. Alors aujourd'hui, laissez-moi vous inviter à vous perdre sur une île. Comme à notre habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va s'intéresser à son créateur, car il n'y a pas de grand voyage sans grand capitaine. En l'occurrence, ici c'est Daniel Defoe, mais en réalité, Daniel Fou. Il a fini par ajouter un « de » à son nom pour que ça fasse plus aristocratique. Et ce qu'on peut dire sur Daniel, c'est qu'il n'a pas commencé sa vie sous les meilleurs auspices. Il va enchaîner durant ses jeunes années la Grande Peste de Londres, le Grand Incendie de Londres et la bataille de la Medway. Il fallait s'accrocher à cette époque quand on était londonien. A noter qu'en plus ses parents, et donc lui aussi, étaient presbytériens, à une époque où le gouvernement persécutait tous ceux qui ne suivaient pas l'église d'Angleterre, dont les presbytériens. Malgré toutes ces catastrophes, Defoe va quand même avoir de la chance. Durant l'incendie, sa baraque est l'une des 3 seules à rester debout dans son quartier, et il va ainsi affronter chaque épreuve jusqu'à entrer dans la vie active. Alors, vu le sujet, si je vous pose la question « c'est quoi son boulot ?», vous allez sans doute me répondre « écrivain ». Et vous êtes bien naïf, parce qu'il a eu un paquet de casquettes. Pour commencer, il a été marchand. Marchand de quoi? De bonneterie, de laine et de vin, suivant la période. Mais vu que d'être marchand c'est pas super passionnant, il rejoint la rébellion de Monmouth. À cette époque, le roi d'Angleterre, c'est Jacques II, qui succède à son frère Charles du même nombre, et surtout qui se considère comme étant plus catholique que le pape. Et c'est pas qu'une expression. Ce qui fait que, notamment, il aime pas trop les presbytériens. De l'autre côté, on a le fils illégitime de Charles, James Scott, duc de Monmouth, qui aimerait bien reprendre le trône de papa. Il organise donc une rébellion avec plus de 300 hommes qui débute le 14 juin 1885 pour se terminer le 6 juillet de la même année. Mais pas par la victoire des rebelles. Ils vont être battus notamment par John Churchill. Ouais, l'ancêtre de Winston. Toujours dans les bons coups, ceux-là. Alors oui, mais est-ce qu'on pourrait parler juste 2 secondes de la défaite? Parce que c'est quand même ce qu'on pourrait appeler la loose. Cette défaite arrive durant la bataille de Sedgemoor, où notre bon duc a cette brillante idée de lancer une attaque furtive de nuit. Alors oui, c'est une technique qui peut porter ses fruits, quand tu te trimbales pas une bande d'incompétents. Parce que mon destin, c'est de m'entourer de nuls, de vrais nuls. Parce qu'un coup de feu va être déclenché par Bégard, gâchant ainsi l'effet de surprise. Donc les partisans perdent et Jacques se barre pour être récupéré 2 jours plus tard. Il n'était ni courageux, ni téméraire. Et lorsqu'une rébellion échoue, les partisans sont bien souvent jugés. 300 auront la peine de mort et 800 seront déportés aux Caraïbes. Alors, à votre avis, quid de Daniel? Dans quelle équipe il va se trouver? Je dirais déporté, parce qu'il peut difficilement écrire son bouquin en étant mort, et comme ça il est aux Caraïbes pour l'écrire justement. Eh ben la réponse, c'est aucune des deux. Ah, je déteste les gens qui trichent. Tout ça grâce à Guillaume III d'Orange, qui se trouve être le gendre du roi. Le gendre du roi. Oh putain, oui, le gendre du roi. Ben, il a épousé sa fille. Non, mais oui, j'avais juste pas fait le rapprochement. Guillaume, il a pas tellement appuyé la révolte du duc, mais il a pas non plus fait grand chose pour l'empêcher, d'autant plus qu'elle a été fomentée sur ses terres. Et il se trouve qu'au moment où Daniel devait être jugé, c'est Guigui qui monte sur le trône et qui le prend à son service, en tant qu'espion. Deuxième casquette, sauf qu'espion, visiblement, ça paye pas des masses. Ses activités commerciales prennent de l'eau et il se retrouve avec une dette de 17 000 livres. Ce qui correspond plus ou moins à 3 millions à l'heure actuelle. À sa sortie de la prison pour débiteur, il ira faire un tour de l'Europe et à son retour au pays de l'oncle Kendrick, il prendra le rôle de commissaire du droit du verre. À savoir le type qui est chargé de prendre les taxes sur les bouteilles. Troisième casquette, et quatrième casquette parce qu'il finit par s'occuper de production de tuiles et de briques. Il faut dire qu'il s'y connaît, il lui est arrivé que des tuiles, et ça lui a fait perdre pas mal de briques. Et c'est à ce moment qu'il commence à écrire. Ouais, après avoir fait tout ça. Alors, on va pas revenir sur la carrière littéraire du bonhomme, tout simplement parce qu'on lui attribue 545 textes, allant du poème au roman, en passant par les tracts politiques.
Et pour dire à quel point c'est n'importe quoi, son premier bouquin, c'est un essai sur les projets qui parlent de création de banques et d'entretien des routes. Vraiment très loin d'un mec perdu sur une île. Alors, écrire des bouquins, c'est bien, mais encore une fois, ça ne va pas se passer comme sur des roulettes. Daniel se retrouvant de nouveau avec des dettes. Un petit tour en prison dont il sortira grâce à Robert Harley en échange de ses services d'espion. J'ai déjà vu ça. Et donc, en 1719, après encore un paquet de péripéties, Defoe sort son bouquin qu'il signe du nom de son protagoniste, Robinson Crusoe. C'est en 1632 que naît le personnage éponyme du roman. Enfin, pas exactement. Il faut savoir qu'à la base, le nom de famille de son père c'est Kreuzner, originaire de Brême, bien qu'il ne fût pas musicien. Sa mère par contre a le nom de famille de Robinson, donnant ainsi le nom composé, Robinson Kreuzner. Et par une habile déformation, ce dernier est devenu Crusoe. Attends, t'es gentil, mais y a genre aucune syllabe qui correspond là. Oui, bah j'ai pas d'explication. Robinson, qui devait donc s'appeler Robinson, est le troisième fils de la famille, ses deux grands frères ayant disparu. L'un durant la guerre, l'autre, juste disparu. Dès son plus jeune âge, ses parents voyaient en lui un futur avocat. Mais Robinson, qui ne jurait que par la mer, voulait devenir marin. Ce à quoi son père lui a répondu que les aventuriers étaient tous des grands hommes, alors que lui était tout juste médiocre. Ce qui veut aussi dire que pour lui, avocat, c'est un métier médiocre. En tout cas, plus que marin. Qu'à cela ne tienne, et contre l'approbation de ses parents, Robinson prit la mer le 1er septembre 1651, sur le bateau du père d'un de ses camarades. Sauf qu'à peine le port quitté, une tempête éclate et Robinson se rend compte qu'il est dépourvu du pied marin. Et si d'aventure il survivait à ce tumulte et qu'il arrivait à poser ce pied marin sur le plancher des vaches, il se fait la promesse d'aller voir Manu Militari, son père, pour devenir avocat. Une promesse qui ne durera que le temps de la tempête, l'appel de l'aventure se faisant bien vite de nouveau ressentir. Et la peur également, parce qu'une tempête peut en cacher une autre, encore plus violente. Au point où même le capitaine clamait haut et fort qu'ils étaient foutus. Oui, alors en même temps, si même le capitaine s'y met, comment tu veux qu'il s'en sorte le gamin? Ah bah il va prouver son incroyable utilité en s'évanouissant. 2 fois. Ils seront quand même sauvés par une barque pendant que le bateau coulait. Première expérience, pas top on va dire, mais ça va pas l'empêcher de recommencer. Mais pas avec le même capitaine, qui ne veut plus jamais poser le pied sur un navire où se trouve Robinson. Et quelque part, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Parce que Robinson va repartir sur un navire, cette fois-ci en tant que marchand, en direction de l'Afrique. Mais alors qu'il était sur les côtes du continent, voilà-t-il pas qu'un navire de pirates turcs débarque, aborde le navire, tue une partie de l'équipage et en capture le reste. Non mais, il porte la poisse le gars. Pour sa part, il est devenu esclave pendant 2 ans, gagnant la confiance de son maître grâce à ses talents de pêcheur. Si bien qu'un jour, il lui laissa prendre la chaloupe avec 2 autres esclaves pour ramener de quoi nourrir ses invités. Il en profita donc pour jeter l'un des esclaves à la mer et partir avec le second, regagnant ainsi sa liberté. On peut dire que cette seconde expérience, elle n'est pas terrible non plus. D'autres explorateurs du dimanche et son nouveau compagnon Xuri longèrent les côtes africaines jusqu'au Cap-Vert, histoire d'y croiser un navire, qui pointa le bout de son nez, fort heureusement, dès leur arrivée. Le bateau était un navire portugais qui, manque de chance, ne faisait pas voile vers l'Europe, mais vers le Brésil. Et pas question de faire demi-tour. Robinson allait donc devoir se taper jusque-là avant de faire un trajet retour. Et son pote? Quoi son pote? Ah, Xuri, il va le vendre au capitaine pour 10 ans, ainsi que sa chaloupe. Le tout pour 140 pièces de 8. Somme qu'il va doubler en vendant ce qui lui restait, à savoir 2 mousquets et de la cire. Attends, tu veux dire que 10 ans de la vie d'un mec et une embarcation, ça vaut à peine plus que 2 pétards et 3 bougies. Elle est détraquée leur économie. Bon alors, est-ce qu'il va pouvoir rentrer chez lui? Eh ben non, parce qu'avec 210 pièces de 8, un homme peut Changer leur étoile. Donc, en étant au Brésil, il va découvrir les plantations, de canne à sucre d'abord, puis de tabac ensuite, et se servir de l'entièreté de sa fortune pour s'acheter un lopin de terre, et commencer son commerce, se rangeant dans la vie que son père lui avait toujours destinée, juste paumé à l'autre bout de la planète. Mais c'est surtout ses aventures qui vont faire parler de lui, parce que pendant qu'il voyageait vers le Cap-Vert, il a fait du troc, en quelque sorte avec les indigènes de la région, et il racontait bien souvent cette histoire. Et lorsque 3 colons apprirent son récit, ils lui proposèrent d'aller avec lui acheter de la marchandise africaine, plus communément appelée esclave. Alors lui, il n'en a pas vraiment besoin, son commerce il marche plutôt bien, mais vu que sa mission en ce bas monde c'est d'être l'architecte de sa propre destruction, il accepte de faire ce 3e voyage, qui bien entendu se termine par une tempête qui va obliger l'équipage à quitter le navire avec une chaloupe. Ouais, à un moment donné, on peut se mettre d'accord que dès qu'il pose le pied sur un navire, c'est un dément à problème.
tellement un aimant problème que non seulement il va être le seul à atteindre le rivage en vie, mais en plus, le bateau va s'échouer quelques mètres plus loin, pratiquement intact. Traduction, il serait resté à bord, ils seraient tous vivants. Même les victuailles ont survécu. Il va donc visiter la carcasse du navire pour y prendre tout ce qu'il pouvait et qui lui était utile. Il prend donc ce qui lui passe sous la main, des outils, des voiles et du rhum, des cordages, de la poudre, sans oublier du rhum, des provisions, des couverts et toujours du rhum. Très important, le rhum. Et il fait ça pendant 11 jours, le radeau qu'il s'est construit chavirant lors du dernier voyage, emportant malheureusement avec lui le rhum. Mais pourquoi on n'a plus de rhum? De toute façon, il n'aurait pas pu faire plus puisque le bateau coulera le 12e jour. Et il sauve également 2 chats et un chien qui se trouvaient sur le vaisseau. Ce qui veut dire que quand ils se sont barrés, ils les ont laissés là. Bref, notre naufragé avait maintenant tout pour faire un abri, la question c'était où le faire. Petit tuto si un jour vous vous retrouvez sur une île déserte. Petit 1, ne pas être trop loin d'un point d'eau douce. Petit 2, être à l'abri de la chaleur du soleil. Petit 3, être à l'abri des créatures sauvages. Et petit 4, avec une vue sur la mer, au cas où un bateau passerait par là. Il se trouve justement qu'il y a une petite cavité pas trop loin de la plage, bien orientée, et s'en fait un camp de fortune avec son chien et ses 2 chats. Il en profitera aussi pour se créer un véritable chez-soi en fabriquant une chaise et une table. Rappelons qu'à la base, le gars n'a aucune compétence en bricolage, et en seulement 2 semaines, il devient un ébéniste professionnel. Ouais, enfin, un professionnel hors d'un arbre, il tire une planche. Il en profite aussi pour agrandir sa grotte, histoire d'avoir un entrepôt, un cellier, une cuisine et une salle à manger. À ce train-là, la prochaine étape, c'est la piste de bowling ou la piscine intérieure. Peu de temps après, il récupère un chevreau blessé qu'il soigne et apprivoise. Félicitations, vous avez débloqué l'élevage. Et en faisant tomber quelques grains par terre, il put faire pousser de l'orge et du riz. Félicitations, vous avez débloqué l'agriculture. Tout a l'air de bien se passer, sauf que, histoire de pimenter cette vie tranquille, l'île dévoile qu'elle est sujette au tremblement de terre. On le verra plus tard, ou pas justement, mais pendant tout son séjour, il y aura en tout et pour tout, un seul tremblement de terre. Cependant, ce sera suffisant pour forcer Robinson à déménager, parce que vivre dans une grotte qui risque de vous tomber sur le coin de la gueule au moins de petits tremblements, c'est pas le meilleur plan. Ce sera donc tant pis pour la piste de bowling. Mais avant ça, le tremblement de terre et un nouvel orage vont ramener le bateau sur la rive. Il va donc pouvoir s'en servir pour pouvoir construire sa nouvelle baraque. Bon, on va laisser un peu de côté les péripéties. En gros, il va tomber très malade, au point de s'en remettre à Dieu et de devenir croyant, puis il va aller mieux, puis moins bien, puis re-mieux, et ce pendant 10 mois. Donc la baraque loin de la grotte, c'est pas pour tout de suite. Encore moins que pour tout de suite parce que, une fois rétabli et avant de se mettre à la construction, il décide d'aller explorer l'île, trouvant un véritable paradis avec des arbres fruitiers par centaines. Bon, à 3 jours de marche de chez lui, mais ça le poussera à construire sa seconde baraque là-bas. Maintenant une sorte de maison de campagne, il y passera quelques jours durant l'été. Parce que oui, au final, il reste à vivre dans sa grotte. Pour sa seconde année, Robinson va principalement explorer l'autre côté de l'île, qui se trouve être bien plus accueillant. De ce côté-là, il trouve notamment des perroquets et en capture un pour se faire un compagnon, ainsi qu'un second chevreau qui l'apprivoise également. Ça commence à être une foutue ménagerie, sa baraque. Et encore parce que un de ces 2 chats a eu des petits, donc il en est à 5 chats, un chien, 2 chevreaux et un perroquet. Sinon, le type va aussi devenir un expert en agriculture, comprenant quand il doit planter ses semences pour avoir la meilleure récolte. Et je crois que le type est en train de vivre sa meilleure vie. Il a du blé, du riz, des fruits, de la viande. Il se fait un gueuleton tous les jours et c'est pas prêt de s'arrêter parce que la 3e année, il va se fabriquer un four et débloquer 2 nouvelles connaissances. La poterie qui va permettre de faire des jarres et des pots, ainsi que la panification, histoire de rajouter des tartines à son menu. La prochaine idée de notre naufragé fut de tenter de prendre la mer. Une idée géniale, mais qu'il n'a eu qu'au bout de 2 ans. Cependant, comment faire ? La première solution fut de remettre le bateau à la mer, sauf que c'était facile pour un équipage, pas pour un homme tout seul. D'autant plus que le bateau, il en reste plus grand chose. Mais par contre, solution 2, utiliser la chaloupe. Sauf que pareil, c'est lourd et c'est actuellement sur le sable. Donc, solution 3, creuser une pirogue directement d'un arbre. Il trouve un tronc assez large, là-bas, le façonne, et se rend compte qu'il a aucun moyen de l'amener à la mer. Donc il abandonne. Oui, on résume quand même pas mal le bouquin parce qu'un chapitre sur 2, c'est « j'ai tenté un truc et ça a foiré ». Il va quand même retenter l'expérience avec une autre pirogue, plus petite cette fois-ci, une entreprise qui va lui prendre 2 ans. C'est donc au début de la 6e année qu'il va prendre la mer pour faire le tour de son île. Sauf qu'à peine arrivé à l'est, le courant emporta son frêle esquif au large. Alors il lui fallut une journée pour espérer revenir et ça le calma direct de tenter de rejoindre les côtes avec son navire.
Un traumatisme qui le transforma en casanier pendant 5 ans. Entre-temps, les 2 biquettes qu'il avait récupérées sont mortes de vieillesse et la poudre pour chasser commençait à manquer. Il entreprit donc de capturer d'autres chevreaux et de leur construire un enclos pour avoir un véritable élevage. Une entreprise qui allait lui prendre, encore une fois, 3 ans. Notons bien que là, on en est à 14 ans paumé sur l'île. Et quelle ne fut pas sa surprise, en se baladant sur la côte opposée à sa maison, de découvrir un pied. Un pied? Enfin, une empreinte de pied dans le sable. Mais ça a suffi à générer chez lui une peur panique qui l'a poussé à construire de nouvelles fortifications pendant 2 ans. Et il a croisé quelqu'un? Non, et pas plus les 2 années suivantes. Mais en explorant une nouvelle partie de l'île, il va découvrir une plage avec des crânes et des ossements. Ce qui lui fit dire que quelques cannibales venaient par moments se repaître de leurs congénères, comme on irait faire un barbecue sur le sable. Dans un premier temps, il se mit dans l'idée de tuer tous ces sauvages, histoire qu'ils ne reviennent plus. Mais rapidement, enfin au bout de plusieurs années, mais vu qu'avec lui tout prend énormément de temps, rapidement il décida que c'était pas à lui de juger leurs coutumes et préféra rester sur son côté de l'île où ces indésirables n'avaient pas posé le pied pendant 23 ans. Cependant, il décida de se faire un 3e abri, cette fois-ci au plus profond d'une autre grotte, histoire que, même en le cherchant, les sauvages, comme il les appelait, ne puissent pas le découvrir. 1 an plus tard, la Providence se présenta à Robinson, qui fut réveillé durant la nuit par des coups de canon. Il sortit alors de sa grotte dans la précipitation pour voir un navire au large et alluma un énorme feu, histoire qu'il puisse être vu depuis le bateau. Oui, quand il est question de sauver sa peau, son instinct de survie, paradoxalement, est réduit à néant. S'il y avait des cannibales sur l'île à ce moment, il l'aurait très vite repéré. D'autant plus qu'il se rendit compte le lendemain que le bateau s'était échoué sur les rochers non loin de l'île, donc pour le sauvetage, c'était foutu. Il ira quand même faire un tour dessus, histoire de trouver quelques cadavres, un chien, parce que visiblement on ne sauve jamais les chiens, et quelques babioles, histoire de refaire ses stocks. Donc du rhum. Faut jamais oublier le rhum. Après ça, il va lui prendre l'idée de devenir l'ami d'une des victimes des cannibales, histoire d'avoir un guide pour quitter son île vers le continent, et en même temps avoir une personne avec qui parler. Alors, petit point, il a eu cette idée parce qu'il en a rêvé et que ça se passait bien. Dans la réalité, il y a quand même une chance sur 2 que le gars qui sauve soit aussi un cannibale et qu'il le bouffe dans la foulée. En même temps, après 25 ans de solitude, je crois qu'il a le droit d'être un peu taré. Il lui faudra encore 1 an et demi avant que les sauvages ne reviennent sur l'île avec 2 prisonniers. Et, coup du hasard, il y en a un qui se barre. À sa connaissance, c'était jamais arrivé. Juste quand il décide de libérer un prisonnier, paf, il y en a un qui s'échappe. C'est quand même bien fait. Bon, on va la faire vite, il y en a 3 qui se lancent à sa poursuite. Le pauvre malheureux traverse une crique à la nage, ce qui lui permet d'en semer un. Robinson en profite pour tirer sur l'un des 2 autres, en donnant son sabre au fouillard afin qu'il terrasse le 3e. Félicitations, vous avez débloqué la société. Ce sauvage, bien entendu, c'est le célèbre Vendredi, nommé ainsi car c'est le jour où il a été sauvé. Mais bon, vu que le calendrier de Robinson n'est pas forcément juste, il aurait pu tout autant s'appeler mercredi ou dimanche. Le truc drôle, c'est que Vendredi, c'est bel et bien un cannibale. Donc les premières nuits, Robinson va dormir dans sa grotte avec tout un système de détection au cas où son nouveau compagnon aurait une fringale durant la nuit. Par contre, Vendredi va lui apprendre quelques infos, notamment là où se trouve l'île, à savoir non loin de Trinité et Tobago. Et j'ai beau chercher sur la carte, il n'y a pas d'île à cet endroit. Concernant Vendredi, il viendrait d'une tribu puissante qui vénère le dieu Benanouké. Pareil, c'est pas une divinité qui existe. Et les seuls qui peuvent lui adresser la parole sont les Owukake, les figures religieuses de la tribu. Et alors, notre Robinson, il va se donner une nouvelle mission. Il a sauvé le pauvre être, il se sauvait très bien tout seul. Maintenant, il va devoir le convertir au christianisme, faisant passer son Dieu pour le diable, et je cite, le sauver de sa condition de sauvage. Ce qui est un bon gros relent du trope du sauveur blanc. Presque, le trope du sauveur blanc, on l'attribue bien souvent à un poème de Kipling, Le fardeau de l'homme blanc, qui est paru en 1899, soit 2 siècles plus tard. Pour le coup, il était en avance, le de fou. Avec un nouveau compagnon et surtout ses connaissances géographiques, Robinson va se mettre en tête de quitter son île avec un nouveau bateau. D'autant plus que Vendredi lui a expliqué que son peuple avait déjà accueilli les naufragés du second navire et que finalement, son dieu chrétien, il était pas si mal, alors autant y convertir toute sa tribu. Oui, alors on va dire que c'était un temps où on attachait un oignon à sa ceinture. Problème, c'est qu'après 3 ans à réaliser le bateau, les sauvages reviennent et Robinson, d'un coup, il se dit « Ah bah tiens, je vais les buter ». Comme ça, gratuitement. Bon, une des raisons, c'est que l'une des 2 personnes invitées comme dîner, c'est un des hommes blancs recueillis.
Il avait quand même envie de les massacrer avant ça, mais disons que ça l'a poussé à mener son expédition jusqu'au bout. Oui, ça veut aussi dire que pour des sauvages, ils se seraient pas forcément bougé le cul, mais vu qu'il y avait un homme blanc, il faut absolument le sauver. Vraiment un grand homme, ce Crusoe. Et en plus de sauver Christianus, et c'est pas une blague, c'est le nom de l'Espagnol, il sauve un autre sauvage qui se trouvait être le père de Vendredi. Notre monde est tout petit. De la bouche de l'Espagnol, il apprit que 16 de ses compagnons étaient encore dans la tribu de Vendredi, et il décida de les rapatrier sur son île pour construire un encore plus gros bateau afin de retourner sur le continent. Donc Christianus et le père de Vendredi prirent la mer pour aller chercher ce futur équipage. Ben voilà, tout est bien qui finit bien. Ouais, même si je crois qu'à ce point, De Fou, il en avait un peu marre, parce que... La coïncidence. Durant l'absence de la moitié de leur effectif, voilà qu'un navire anglais débarque avec 3 prisonniers. 3 prisonniers qui se trouvent être le capitaine et 2 fidèles hommes victimes d'une mutinerie. Bon, on va la faire courte, mais par d'astucieux stratagèmes, ils ont réussi à libérer les prisonniers et à faire des autres leurs prisonniers. Donc une grosse partie demanda pardon. Ils se retrouvent donc avec un équipage et un bateau qui ne demande qu'à l'emmener où il veut. Il put ainsi reprendre la mer en direction de l'Angleterre avec son ami et serviteur, Vendredi. Et les Espagnols qu'il était censé récupérer, il se barre sans eux. Il laisse une lettre aux quelques prisonniers qui décident de rester sur l'île, mais lui il rentre sans les attendre. Quoi, ça se termine comme ça? Pas exactement. Le roman Robinson Crusoe il se termine bien comme ça, mais il va avoir un succès retentissant au Royaume-Uni dans un premier temps, puis à travers le monde. En moins d'un an, il y aura 4 éditions différentes, et à son époque, aucun livre n'a été traduit en plus de langues que lui. On compte aujourd'hui pas moins de 700 versions de l'histoire. Le roman a été tellement influent qu'il a donné son nom à un genre, la robinsonade, désignant les œuvres où un personnage est perdu sur une île déserte. Et avec un tel succès, il a fallu, bien évidemment, une suite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite. C'était le Crypt Speaker pour vous servir.